Il était une fois une terre lointaine où l'eau brillait de l'or qui en tapissait les rivières. Il était une fois un homme qui s'appelait Jean Cau. Aventurier, mineur, pacteur, il sera connu sous le nom de Cataline. Pendant plus de 50 ans, sa légende a résonné sur les sentiers escarpés de la Colombie-Britannique au rythme des sabots de ses mules et de son violon. Exilé politique, homme du peuple, excentrique, qu'a-t-il fait pour avoir marqué les premières heures de la province? Et mieux encore, être entré dans sa légende. Parmi ceux que Cataline passionne aujourd'hui, Irene Bierke. Un jour, elle a découvert que son arrière-arrière-grand-mère, Amelia, avait été la femme de Cataline. Depuis, Irene sillonne la Colombie-Britannique à la recherche des traces laissées par Cataline. Hi, Irene. Hi, Sylvie. How are you? Comme notre homme en son temps, Irene habite Yale. Comme lui, elle pratique un métier qui l'entraîne sur les chemins. Comme lui, elle a un conjoint autochtone. Irene se sent un peu l'héritière de Cataline. Elle s'est donnée pour mission de préserver la légende de son héros. Yes. Well, I have. C'est ma photo préférée de Cataline. What attracts me to Cataline Ce qui m'attire, c'est son esprit, ses explorations. Tout ce que j'ai lu sur lui, son honnêteté, sa manie de se frotter les cheveux au whisky. C'est un pacteur honnête. Pensez-y. Pendant 55 ans, partir de Yale... Ouvrir tout ce territoire-là pour monter jusqu'à Hazleton par Barkerville. Il n'y a presque pas de documents. Je cherche toujours son extrait de naissance. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur son certificat de décès. Pas de certificat de mariage. Oui, tiens, en voilà une bonne. Je crois qu'il y a à peu près 69 ans là-dessus. Cataline est un exemple des personnes qui sont arrivées en Colombie-Britannique vers 1850. C'est le représentant le plus connu d'une forme de transport de l'époque où le territoire était encore sauvage. Cataline est un personnage fascinant. Il appartient à une époque importante de l'histoire de la Colombie-Britannique et du Canada, et c'est une énigme. Il est mystérieux parce qu'il n'y a pas de documents écrits, mais il y a tellement de légendes. Peut-être pas toutes vraies. D'abord, tout le monde pensait qu'il était basque, mais il était français. D'ailleurs, on a découvert d'où il vient. Oloron-Sainte-Marie. C'est la ville natale de Jean Cau. Il naît un beau jour de 1830. La région dont Jean Cau venait
et le Béarn, qui fait partie de la grande région de la Gascogne dans le sud-ouest de la France. C'est une très ancienne région qui touche aussi au Pays basque et à l'Espagne. Plusieurs croient malgré tout que Janco vient de Catalogne en Espagne, d'où son surnom de Cataline. Vers 1849-1850, il faisait partie du mouvement socialiste. Comme beaucoup de jeunes, il a été obligé de quitter la France précipitamment après le coup d'État de Louis-Napoléon, le 2 décembre 1851. Il est parti pour le Nouveau Monde et s'est retrouvé en Californie, au cœur de la ruée vers l'or. Mais notre héros arrive un peu tard. L'Eldorado californien a déjà perdu de son éclat. En Californie, il a prospecté, évidemment. Il a aussi appris le métier de pacteur. Comme tant d'autres, au fur et à mesure que les prospecteurs se déplaçaient vers le nord pour fouiller les rivières et les ruisseaux, il se déplaçait aussi. Pendant que Janco survit au sud du 49e parallèle, l'or de la côte nord-ouest, c'est la fourrure. On recense 1000 Européens employés de la Compagnie de la baie du Son. Avant la ruée vers l'or, Fort Victoria était nettement francophone. En périphérie, il y avait une douzaine de grandes fermes qui appartenaient surtout à des Écossais et des anglophones du Québec qui avaient été officiers ou administrateurs de la traite des fourrures. Mais dans la ville même, la plupart des gens venaient du Québec. Cependant, la réalité du pays est toujours la même depuis des milliers d'années. Entre pêche et potelage, 80 000 Autochtones vivent au rythme de leurs ancêtres. Ils n'ont encore rien perdu de leur tradition et leur totem veille à la lisière des forêts. À la tête de la baie du Son, il y a James Douglas, futur gouverneur de la Colombie-Britannique et marié, comme tant d'autres, à une Amérindienne. Les Autochtones ont informé James Douglas de la présence d'or dans les cours d'eau de la région. Il garde la nouvelle secrète. L'annonce de cet or déclencherait un véritable raz-de-marée américain sur son paisible territoire britannique. James Douglas veut absolument l'éviter. « 1858. Les rumeurs se changent en titres à la une des journaux. De l'or, de l'or, les Américains s'enfièvrent. La ruée vers l'or du Fraser éclate. Entre avril et août 1858, plus de 20 000 prospecteurs entassés dans des embarcations de toutes sortes débarquent dans le port de Fort Victoria. Du jour au lendemain, une foule cosmopolite et surexcitée transforme ce petit fort paisible en ville champignon. Le forgeron de la baie du Son travaille jour et nuit et n'arrive toujours pas à satisfaire la demande de pelles et de pioches. Mais le voyage n'est pas fini. C'est la course. Chacun veut être le premier à prospecter les rives du Fraser. La majorité des prospecteurs passent par Fort Victoria. De là, ils ont encore 300 kilomètres à parcourir pour atteindre les mines où ils établiront leurs concessions. La topographie de la région entrave la marche des prospecteurs. Ils découvrent des précipices et des rapides blancs d'écume. Plus encore, ils sont confrontés aux Premières Nations. Elles n'apprécient pas du tout cette invasion de leur territoire et les affrontements se multiplient, car les Autochtones sont aussi victimes de la fièvre de l'or. À l'époque, il y a beaucoup d'hommes qui ne voyaient pas vraiment les Autochtones comme des êtres humains, surtout les mineurs qui arrivaient de Californie. Vous savez, en Californie, il y a un moment pendant la ruée vers l'or où la tête des Autochtones était mise à prix. En fait, dans les régions de la Californie touchées par la ruée vers l'or,
la population autochtone a été pratiquement exterminée. Pour beaucoup de prospecteurs, ils étaient plus ou moins visibles. James Douglas resserre son contrôle. Il oblige chaque mineur à s'acheter un permis et à se faire reconnaître des autorités. Parmi eux, on retrouve Jean Caux. Il a maintenant 29 ans. Comme les autres, il se plie à l'autorité britannique. Même si les permis provoquent la colère des prospecteurs, James Douglas, lui, entend interdire l'accès à la colonie aux Américains. De Londres, la reine Victoria le rappelle à l'ordre. Faire régner la loi britannique, oui. Fermer les frontières aux Américains, non. Pour éviter que la région ne se transforme en Far West, le nouveau gouvernement assermente le juge Begbie, futur ami de Cataline. Matthew Bailey Begbie arrive tout droit d'Angleterre et prend sa charge très au sérieux. Le gouvernement l'encourage à user du fouet ou de la pendaison, si besoin n'est. Les Américains ne respectent que la loi du plus fort. L'autorité britannique du juge Begbie les exaspère et il le surnomme le juge pendeur. Dans leurs journaux personnels, les prospecteurs racontent leur journée. Ils se lèvent, s'acharnent sur un terrain extrêmement dangereux, jour après jour, convaincus que c'est eux qui vont trouver le filon. Autant acheter des billets de loto. Les chances de pouvoir gagner sa vie en prospectant sont plutôt minces. Ceux qui retournent chez eux au bout d'un mois ou deux sont beaucoup plus nombreux que ceux qui persévèrent. Et il y en a encore plus qui reviennent bredouilles. Au bout de 3 longues années, Jean Caux vivote encore. Il ne fait pas partie de l'élite heureuse qui remplit ses poches de pépites et les flambe à la moindre occasion. La légende attend encore son heure. « 1862, à 670 km au nord de Yale, au lieu dit William Creek, Billy Barker découvre un nouveau filon, là où personne ne s'y attendait. La nouvelle se répand comme un feu de poudre. Elle vient à point. Les rives du Fraser s'épuisaient. Les mineurs abandonnent leur campement et s'enfoncent dans la région. Déjà, 4000 d'entre eux s'arrachent 10 km de champs de mines. C'est la ruée vers l'or du Caribou. Barkerville est fondée. Il y en a quelques-uns qui ont fait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils faisaient de cet argent-là dans un campement éloigné? Ils dépensaient sans compter. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Premièrement, de l'alcool. Cataline transportait beaucoup de mauvais whisky, mais aussi beaucoup de champagne, des marchandises chères. Il voulait jouer au billard aussi. Le fils d'un pacteur raconte que son père a transporté 4 tables de billard de l'Illouette jusqu'au campement du Caribou. Et puis aussi, on ne pouvait se divertir sans piano. Les pacteurs transportaient les pianos sur le dos d'une ou 2 mules. Les pacteurs font des affaires d'or. Les mineurs sont obligés de faire appel à eux. Tout se transporte à dos de mule et c'est très onéreux. Une tonne de marchandises qui voyage de Victoria jusqu'aux champs de mines les plus éloignés coûte 200 $ à son expéditeur. Pour envoyer le même cargo à Londres, il en coûterait 20 $. Jean Caux voit enfin là sa chance de faire fortune. Quand on vient des pentes escarpées des Pyrénées, on peut affronter les précipices du Caribou sans crainte. Jean Caux établit son quartier général
à Yale. Il s'associe à Joe Castillo, un compatriote. Ensemble, ils se portent acquéreurs d'un train de mules. Ils approvisionnent les camps de mineurs jusque dans les régions les plus difficiles d'accès. Janco devient Cataline. Une légende est née. Il apporte des marchandises où il n'y a pas encore de chemin de fer. Il n'y a pas de route non plus. Il faut prendre des pistes, mais ça convient mieux aux mules. Cataline préfère les mules car elles sont plus résistantes que les chevaux. Elles ont l'avantage d'avoir le dos plat, ce qui facilite leur chargement. Quand les chevaux peuvent transporter au maximum une centaine de kilogrammes de marchandises, les mules sont assez costaudes pour porter de 140 à 225 kilos. Mais l'expression tête de mule n'est pas volée. L'animal est irascible, buté, parfois impossible à contrôler. Pendant la ruée vers l'or californienne, Cataline a appris l'art du pactage des Mexicains. Il conduit donc ses mules en espagnol. Le responsable des attelages s'appelle le comprador. Et l'assistant est le segundo. L'hiver, la neige ensevelit le pays et l'endort. La plupart des mineurs quittent leurs concessions. Les pacteurs et leurs bêtes se reposent en attendant le printemps et la fonte des neiges. La saison du pactage s'étendra sur une courte période de l'année, courte et intense. Janco recrute ses pacteurs parmi les laissés pour compte de la colonie. Ils sont chinois, mexicains, amérindiens ou de sang mêlé. Tout le monde mentionne que Cataline s'exprime dans un mélange de toutes les langues qu'il essaie de parler quand il voyage avec son train de mules. Un peu de français, un peu d'anglais et du chinook, qui était la langue du commerce avec les Autochtones. Pendant la deuxième partie du 19e siècle, le chinook était probablement la langue la plus parlée en Colombie-Britannique. C'est essentiellement un jargon qui comprend de 200 à 600 ou 800 mots. Ça dépend de la version. Le chinook tire probablement son origine de la traite des fourrures. À l'époque, il y avait des gens de partout. Il y avait beaucoup de Québécois, quelques Hawaïens. Et il y avait toutes sortes de groupes autochtones qui parlaient des dialectes différents. C'est comme ça que le jargon s'est développé. On l'a appelé Chinook parce qu'il comprenait des mots de la langue des Autochtones Chinook des environs de Fort Vancouver. Un père oblat français tentera de donner ses lettres de noblesse à cette langue faite de briques et de brocs et d'en faire une langue écrite. Il y a des missionnaires qui se sont servis du Chinook pour propager la parole de Dieu. Le Père Lejeune, par exemple. Un Breton. Il connaissait un genre de sténographie de sa région et il s'en est servi pour transcrire le Chinook. En 1891, il a commencé à publier une revue mensuelle. Le père Lejeune bâtit son magazine Wawa, qui veut dire « conversation ». Le Kamloops Wawa est tiré à 2000 ou 3000 exemplaires et il vise deux publics distincts. Il y a tout d'abord à peu près 500 personnes dans la région qui lisent le Chinook. Mais il y a aussi ceux qui veulent aider le Père Lejeune dans sa mission. Et donc, s'abonner au Kamloops Wawa à l'époque, c'était assurer le salut de l'âme des Autochtones.
Le Chinook était la langue franque sur la côte nord-ouest, du nord de la Californie à l'Alaska. Le segundo de Cataline, né de parents noirs et amérindiens, s'appelait Dave Wiggins, dit Darky Dave. C'était l'homme de confiance. Son rôle, s'assurer que tout l'équipement était en parfait état. Il passait son temps à réparer et à vérifier les selles et les harnais. C'était un des meilleurs hommes de selle de la province. Quand on attachait un piano ou de la dynamite au dos d'une mule, ce n'était pas pour les voir rouler au bas des ravins. Grâce à Dave Wiggins, Cataline n'a jamais perdu de chargement. Dave Wiggins est important parce que c'est lui qui a repris le train de bêtes quand Cataline est devenu trop vieux et l'a vendu en 1910. Au printemps, quand la neige fondait et que les pistes ouvraient, Cataline rassemblait ses bêtes et ses hommes. Il trouvait un chargement, mais il était toujours fauché. Il fallait qu'il emprunte, soit d'un marchand ou d'une banque, pour payer les employés qui iraient chercher le chargement. Le train de bêtes de Cataline peut compter de 4 à 100 mules. À raison d'environ 20 km par jour, le voyage entre Yale et Barkerville durera près de 30 jours. Il emmenait son train de mules ou de mules et de chevaux à Yale, et de là il faisait 1 ou 2 voyages, peut-être 3, mais c'est peu probable, sur les pistes sauvages de l'intérieur pour livrer ses marchandises. L'emploi du temps de Janco est simple, debout dès le lever du jour. Avec ses équipiers, il charge les bêtes avant que les mouches n'attaquent. Les hommes attellent les mules avec des aparellos. Ce ne sont pas exactement des selles, mais plutôt de gros sacs en cuir rembourrés de paille. Et c'est parti pour la journée. Le cuisinier se place toujours en tête du train. La clochette de la jument blanche carillonne tout au long du voyage. C'est un signe de reconnaissance pour les mules qui se rallient derrière elle. Cataline a une connaissance des routes exceptionnelle. On lui confie tout sans hésiter. La légende se souvient de lui comme un des pacteurs les plus fiables et un des hommes les plus honnêtes de la région. Les mules étaient très attachées à la jument. Si elle se faisait attaquer par des loups ou des coyotes, les mules se précipitaient pour la protéger. Et une mule qui ruse, c'est fatal. Les mules tuaient littéralement des loups, des chiens, tout ce qui leur barrait la route. Il fallait faire attention. Les pacteurs savaient comment utiliser leurs bêtes efficacement, comment les garder en santé, comment soigner leur dos ou leurs blessures. Le cuisinier arrive toujours le premier pour préparer le camp et le repas des hommes affamés après des heures de marche ininterrompue. C'était comme ça tous les jours, presque sans exception, de mai à septembre.
C'était une existence monotone, dangereuse et dure. Parfois, ils étaient surpris par une tempête de neige précoce à l'automne et ils perdaient leurs mules. Elles mouraient. Ce sont des bêtes très résistantes mais très têtues. Si elles décident de mourir, elles meurent et on ne peut rien y faire. Il fallait traverser les rivières à gué et les mules pouvaient se noyer. Et elles se vendaient cher. Ce n'était pas facile de les remplacer. Les chevaux coûtaient moins cher, mais ils étaient plus délicats. Et puis, ils tombaient dans les précipices. Cataline avait la réputation d'être très exigeant de ses bêtes, mais aussi très bon avec elles. Cataline savait aussi comment prendre soin de son équipe. Avec le temps, les pacteurs faisaient assez d'argent pour acheter leurs mules et leurs harnais, mais ils pouvaient facilement se casser le nez. Parfois, ils arrivaient dans un campement pour se rendre compte qu'il n'y avait plus personne. Les mineurs avaient épuisé le filon et étaient partis prospecter ailleurs. Pas surprenant que les muletiers se défoulent quand ils arrivent dans une ville. Ils se conduisent mal, ils sacrent, ils boivent, ils jouent, ils font la fête avec les femmes qu'ils trouvent. Et Cataline ne fait pas exception. Aux heures de gloire, Cataline entrait dans les rues de Barkerville à la tête d'une centaine de mules. C'est un rituel. Après avoir livré sa marchandise, Cataline va s'acheter une belle chemise blanche toute neuve. Il la portera pendant tout le voyage du retour. Souci d'élégance ou superstition, la légende hésite. Certains racontent que Cataline, inspirée d'une coutume autochtone, laissait sa vieille chemise derrière lui avant chaque départ, pour conjurer le mauvais sort. Quand on vit à la merci des éléments, on ne laisse rien au hasard. Excellent. Cataline est dépensier et généreux. L'argent file entre ses doigts et Barkerville offre bien des occasions. Au plus fort de la ruée vers l'or du Caribou, elle compte jusqu'à 10 000 habitants, des chorales, une société littéraire, un quartier chinois et toute une collection de saloons. Salut! Il y a même des femmes, ce qui n'est pas pour déplaire à Cataline. Cataline a de cheveux longs et noirs. À chaque fois qu'il prend un verre de rhum ou de brandy, il s'en verse dans la main et la passe dans ses cheveux. Il frotte son cuir chevelu à l'alcool. Sa recette légendaire pour avoir de beaux cheveux. Mais la vie de muletier laisse peu de place au repos. Il y a toujours d'autres sentiers à ouvrir, d'autres expéditions à organiser. Quand on est pacteur, les origines, l'éducation, la race, la classe sociale, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir prendre soin des bêtes et de pouvoir les charger très rapidement chaque matin. C'est de comprendre ce qui arrive et de voir venir les problèmes. C'était surtout un métier d'homme. Il y avait quelques femmes qui avaient des trains de bêtes, mais pas beaucoup. Et les hommes étaient souvent des étrangers, comme Cataline, qui s'étaient enfuis de leur pays et qui pouvaient survivre dans des régions sauvages. Des hommes débrouillards et endurcis, qui étaient prêts à prendre des risques, mais qui étaient aussi raisonnables.
900 kilomètres de nature sauvage séparent Fort Victoria des champs aurifères de Barkerville. Le voyage est extrêmement ardu. Plusieurs payent le rêve d'une fortune vite faite de leur vie. Le gouverneur James Douglas décide d'une mesure qui sera fatale à de nombreux pacteurs. La construction d'une route pour relier les mines d'or de l'intérieur du pays au Pacifique. C'est la fameuse route du Caribou. La construction de la route qui menait à Barkerville, la route du Caribou, a été très difficile. Elle a coûté à peu près $1 million, ce qui est énorme, même aujourd'hui. Pour Cataline, c'était fantastique, parce que son train pouvait se déplacer beaucoup plus rapidement. Le long de la route du Caribou, on avait construit des relais, des roadhouses, qui existent encore d'ailleurs. 100 Mile House, 150 Mile House. C'était des relais. Au lieu de coucher à la belle étoile, dans des endroits où il y avait de l'eau et du fourrage, l'équipe pouvait s'arrêter dans un relais, où il y avait du grain pour les mules et pour les chevaux, et où les hommes pouvaient étendre leur couverture sur le sol et dormir à l'intérieur, probablement cordés les uns contre les autres. C'était une façon plus agréable de voyager, et beaucoup plus rapide. Donc, pour Cataline, c'était avantageux. La ruée vers l'or a ralenti vers le milieu des années 1860, au point qu'en 1866, le gouvernement britannique a fusionné les colonies de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique pour faire des économies. Mais il se demandait ce qu'il allait faire de cette colonie éloignée qui s'était endettée en construisant la route du Caribou. À Ottawa, le gouvernement ne veut pas renoncer à cette côte ouest qui ouvre sur l'Orient et ses richesses. De son côté, la colonie hésite. Les États-Unis lui semblent un partenaire plus profitable. Pour gagner la colonie à leur cause, les pères de la Confédération effacent la dette de la route du Caribou. Ils offrent même le projet grandiose d'une ligne de chemin de fer qui percera le barrage des Rocheuses. « 1871, la Colombie-Britannique se laisse séduire. Elle dit oui à la Confédération. 15 ans plus tard, en 1886, un train de passagers venu de Montréal entre finalement en gare de Port Moody. Avec l'arrivée du train, le transport des marchandises est bouleversé. De nombreux pacteurs abandonnent le métier. Jean Caux, âgé maintenant de 56 ans, persiste. Mais les beaux jours des trains de mules tirent à leur fin. Pour commencer, Cataline transporte des marchandises au camp de travailleurs. Le fer, les denrées, tout ce qu'il faut pour construire un chemin de fer. Après, évidemment, le chemin de fer le remplace. Mais il est toujours en affaires. Seulement, il faut qu'il amène son train de bêtes plus au nord, plus loin des grands centres. Par exemple, au lieu de partir de Yale, comme il le faisait au début des années 1860, même chose pour la construction du chemin de fer du nord de la Colombie-Britannique. Il aide à la construction du chemin de fer en transportant les ravitaillements de Prince George à Prince Rupert. Après la construction, il recommence une nouvelle carrière à partir d'Hazelton. Il approvisionne les camps de mineurs, les postes de télégraphe et les arpenteurs à l'extrême nord de la Colombie-Britannique. L'inconvénient, c'est qu'il y a moins de travail parce que la saison est plus courte et les conditions sont probablement plus difficiles que jamais.
Malgré son tempérament, Cataline a une vie affective bien remplie. À l'âge de 44 ans, Cataline se lie avec Chayekane, dite Amelia. Elle habite Spuzzum, un village autochtone près de Yale. Elle est la sœur d'un chef et de 20 ans la cadette de Janko. J'imagine que Cataline connaissait Amelia quand elle était petite parce qu'elle devait avoir 6 ans quand Cataline a commencé à passer par Spuzzum avec ses mules. L'histoire de Cataline et d'Amelia est caractéristique d'une situation qui date de la traite de la fourrure, où les liaisons entre Européens et Amérindiennes étaient déjà courantes. La vie de pionnier n'attire pas beaucoup les Européennes. Les hommes se lient donc avec des femmes autochtones. Leurs enfants sont dits « half-breed », selon la terminologie anglaise, soit demi-race ou sans mêlée. Amelia et Cataline auront 2 enfants, William, né en 1876, et Rhoda, 2 ans plus tard. À l'époque, avec les théories de Darwin sur la survivance des plus aptes, la race avait de l'importance pour la société dominante. Plus on était blanc, plus on était acceptable. Il y a beaucoup de Blancs qui profitaient des Autochtones en affaires, mais pas Cataline. Il y avait tellement la réputation d'être honnête que je suis sûre que tout le monde était heureux qu'Amelia ait trouvé un homme si bon. Il vivait probablement avec elle l'hiver. C'était un endroit où quelqu'un s'occupait de lui, reprisait ses vêtements, lui donnait à manger. Il était probablement affectueux avec elle, mais c'était une affection temporaire. Une femme qui lui donnait du plaisir physiquement. Et c'était probablement réciproque. Mais le printemps venu, vers mars, avril, mai, il repartait. Et je suis sûr qu'ailleurs, il était tout aussi attaché à une autre femme qui lui rendait les mêmes services. Je suis sûre qu'il y a eu des aventures. Mais à ma connaissance, c'était sa seule femme à ce moment-là. Plus tard, il a rencontré une femme qui s'appelait Mary et qui venait de Wrangell, en Alaska. C'était la mère de Clémence. Ce sont les 2 seules femmes dont j'ai entendu parler. Mais vous savez, il voyageait beaucoup et il avait fière allure. Par contre, je ne pense pas que ça inquiétait Amelia outre mesure. Elle avait eu des enfants de 2 autres hommes. Ce n'était pas une femme soumise. Elle semble avoir été une femme forte qui savait ce qu'elle voulait. 3 ans plus tard, la relation prend fin. Chacun poursuit sa route. Cataline passait déjà une grande partie de l'année dans le nord de la province et entretenait une liaison avec une femme de Wrangell, en Alaska. Clémence, sa fille qui est née à Wrangell vers 1877 ou 78, elle a été mise en pension dans un couvent de Victoria quand elle était toute petite. Et après, bien, dans un autre couvent, dans la vallée de Cowichan. Et c'est là qu'elle a été élevée. Quand j'étais à Quesnel, j'ai vu cette lettre. Elle vient de Victoria. C'est là que j'ai vu qu'il y avait eu une autre fille d'une autre femme. Et elle est signée Clémence G. Co.
C'est une belle lettre. Elle raconte un peu ce qui se passe. Clémence lui demande s'il travaille toujours pour la compagnie de la Baie du Son. Il semble qu'il lui a envoyé de l'argent. Il était généreux avec son argent. Il était généreux avec ses 2 familles. On voit qu'il n'était pas intime. C'est évident dans la lettre. Elle ne le connaît pas vraiment, mais elle le soutient. Elle essaie de trouver des sujets de conversation avec Cataline. Mais elle a pris son nom de famille, ce que les autres enfants n'ont pas fait. Janko deviendra canadien. La légende se souvient de sa naturalisation parce qu'elle illustre avec panache son amitié avec le juge Begbie. Un jour, alors que des prospecteurs américains furieux disputent l'autorité de Begbie, Cataline se porte à sa défense. Il dégaine froidement son long couteau mexicain. Il gardait un couteau dans sa botte et il avait la réputation de savoir s'en servir. Il déclare à tous qu'il est pour Begbie et qu'on se le dise. Le juge Begbie aura vent de cet incident. Il trouvera éventuellement l'occasion de rendre l'appareil à Cataline. Une fois, Cataline a été poursuivie pour parjure. Ce n'est pas très clair. Ce qui est évident, c'est que Begbie l'a protégée en coulisses. Il paraît, mais je n'ai pas vu de preuve, que Begbie aurait été son répondant pour qu'il puisse obtenir sa citoyenneté canadienne. Mais est-ce que c'est réellement important? Il est peut-être devenu canadien, mais est-ce qu'il a jamais voté? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il a jamais payé des impôts? Ça m'étonnerait. Cataline n'était pas un homme ordinaire. C'était un nomade, un esprit libre qui vivait à fond. Avec le temps, je pense que la vraie famille de Cataline, c'était les muletiers qui suivaient les pistes et les chemins de roulage, qui buvaient ensemble dans les bars et qui passaient l'hiver avec leurs femmes. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'ils vivaient. La plupart des pacteurs ne respectaient pas les Amérindiens. Ceux-ci ne rataient donc aucune occasion de les dépouiller de tout leur chargement. Cataline était un des rares qui ne les craignait pas. Au contraire, son équité suscitait leur confiance. Avec les années, ses liens avec les chefs amérindiens étaient devenus légendaires. L'histoire raconte qu'un jour, avant d'entamer les négociations, le chef Nani brûla un billet de 10 $. Ce geste démontrait à tous ceux qui étaient rassemblés que l'amitié a plus de valeur que l'argent, quel que soit le résultat de la négociation. Le problème de Cataline, contrairement aux autres pacteurs, c'est que l'argent lui filait entre les doigts. Il n'a rien mis de côté pour acheter un terrain, se fixer quelque part. Cela ne l'intéressait probablement pas. Je pense que Cataline était un esprit libre qui a toujours vécu en nomade jusqu'à un âge très avancé. « 1912. Après plus de 50 ans de pactage et des dizaines de milliers de kilomètres parcourus, l'heure de la retraite sonne. Janko, âgé de 82 ans, met son train de bête en vente. Le propriétaire d'un ranch à Hazelton le lui achète et l'invite à s'installer dans une petite cabane située sur ses terres. George Burns a pris son train de bête. Apparemment, il a presque vendu Dave Wiggins avec le train. Tout au long de sa vie, Cataline a su gagner la confiance et l'amitié de ceux qu'il croisait.
un policier de Hazleton, Sperry Klein, raconte les années de vieillesse de Janco. D'après les mémoires d'un policier de l'endroit, on a trouvé de l'argent pour aider Cataline à subsister pendant sa vieillesse. Il a réussi à rendre visite à sa fille Clémence, celle qui est née à Wrangell. Elle était mariée et elle vivait à Victoria. Je pense que les gens étaient bons pour lui, parce qu'il faisait partie de l'histoire, parce qu'il se rendait compte finalement qu'il lui devait beaucoup. C'est un personnage plus grand que nature, qui fait des choses extraordinaires, comme se frotter les cheveux qu'il a longs et blancs avec du rhum. Le 2 octobre 1922, à l'âge de 92 ans, Janco dit Cataline s'éteint. D'habitude, je vais au cimetière en premier. Je m'arrête sur la tombe de Cataline et je verse un peu de whisky ou du rhum ou de la bière à cause de ses cheveux. Je lui parle un peu et je reste avec lui un bout de temps. C'est une plaque pour Cataline. Ça dit « À la mémoire de Jean Jacquot, Cataline le Pacteur, 1830 à 1922. » C'est important pour moi qu'il y ait une plaque. Il était célèbre, mais les gens vont l'oublier si on ne le rappelle pas. C'est un grand personnage et il n'y a pas de famille là-haut. Il est tout seul, à part ses amis. Quand Cataline meurt, la petite colonie de la Colombie-Britannique est devenue une province prospère d'1 demi-million d'habitants. Les routes sillonnent la région. 60 ans ont suffi pour reléguer les trains de mules au rayon des antiquités. Les pionniers qui sont venus sur cette terre lointaine, à la poursuite d'un rêve, ne pensaient pas que l'histoire les retiendrait. Janco était l'un d'eux. Il a toujours été son propre maître. Sa vie, c'était les sentiers, la nature sauvage, les nuits à la belle étoile, l'illusion d'être riche, ne serait-ce que pour un jour. Pendant un demi-siècle, il a parcouru le pays. Il a mené ses mules sur des pentes vertigineuses. Il a ravitaillé les campements les plus lointains. Au-delà de ses exploits de pacteur, sa réputation d'homme de cœur, son honnêteté et son respect des autres ont donné vie à ce qu'on appelle aujourd'hui la légende de Cataline.